bonjour à tout le monde. Merci de nous avoir rejoints. Je suis Stéphane Gornet, je suis cofondateur de Haro Group. Je vais vous prendre juste 2 minutes pour vous présenter qui nous sommes, ce que nous faisons, et puis ensuite Philippe et Stéphane vont vous présenter le projet sur lequel nous travaillons maintenant depuis 1 an et demi, autour donc des technologies Big Data. Voilà, donc vous entendez bien ? Ok. Haro Group, donc c'est une société de conseil spécialisée donc dans le monde de la banque, la finance et l'assurance. Et nous intervenons sur différents domaines, donc autour d'une offre 360 degrés, l'ingénierie, le conseil, la formation et l'édition. On intervient, je dirais, à part égale entre la partie IT et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, et puis ensuite on fait un petit peu de mise à disposition, d'implémentation de logiciels et également des formations et des séminaires d'actualité. La société, donc, nous l'avons créée en 2005. Aujourd'hui, nous sommes 150 collaborateurs. Nous réalisons un chiffre d'affaires d'environ 12 millions d'euros. Et nous sommes implantés aujourd'hui donc à Paris, à Londres, à Bruxelles, au Luxembourg. Et nous avons une équipe de développement également à Angoulême. Voilà, donc très rapidement, hein, je voulais vous dresser donc la présentation d'Haro. La politique d'Haro depuis la création, c'est une politique d'investissement. Hein, depuis 10 ans maintenant, on fait de la R&D, on investit énormément justement sur les nouvelles technologies. Donc nous avons développé différents logiciels. Un justement qui est basé sur Square Predict, qui est une solution CRM dédiée au monde des mutuelles et assurances. Nous avons également développé une solution pour le monde des asset managers. Et donc aujourd'hui, on se lance on sait se lancer maintenant depuis 1 an et demi donc sur ce projet Square Predict. Voilà. Donc on va vous le présenter. Nous prenons, j'en profite, nous proposons aux stagiaires et aux écoles justement des stages pour ce projet et pour d'autres projets. Et puis également, par la suite, si vous souhaitez évidemment nous rejoindre lorsque vous sortez de l'école, on est, je dirais, plutôt positionné correctement dans le sens où nous avons tous les référencements de la place dans le monde de la banque et de l'assurance. Donc si c'est un secteur qui vous intéresse, évidemment, c'est un des secteurs sur lesquels on peut travailler ensemble sur plusieurs années. Voilà. Merci. Merci. Donc on va vous présenter aujourd'hui le Big Data. Donc tout d'abord, moi je m'appelle Philippe Barra et je suis responsable de la R&D au sein d'Haro Group. Et comme l'a dit Stéphane, nous avons développé un CRM dédié à l'assurance. Et cela depuis de nombreuses années. Et ce projet-là nous a donné l'idée de nous lancer dans le Big Data et dans l'exploitation des données dédiées au monde de l'assurance. Donc tout d'abord, on va vous présenter notre vision du Big Data. Après, on vous dira quelques mots sur le projet Square Predict, donc notre projet Big Data. Puis à la fin, on fera une présentation un peu plus technique sur la partie Hadoop, comment développer un projet Hadoop dans de bonnes conditions. Donc tout d'abord, avant de parler de Big Data, l'origine du Big Data vient du fait qu'aujourd'hui, on produit de plus en plus de données. Notamment, on peut voir sur ce site internet où en 1 minute sont échangés aujourd'hui environ plus d'1 pétaoctet de données. Donc, ce qui est considérable et qui, avec les ordinateurs tels qu'on le voyait il y a quelques années, ne permettait pas de pouvoir exploiter ce gisement de données assez gigantesque. Le deuxième point, ce sont ces informations-là que vous pouvez voir sur la chute vertigineuse des moyens de stockage, puisqu'on estime qu'un Apple II avec un ordinateur Apple dans les années 1980, donc c'était la période de l'Apple II, l'Apple III, avec un disque dur de 1 téraoctet, coûterait environ 14 millions de dollars. Alors qu'aujourd'hui,
on peut acheter un disque dur d'1 Teraoctet pour, alors là c'est marqué 70 $, mais en fait aujourd'hui ça coûte dans les 50 $. De manière, on a une chute vertigineuse du coût des CPU et aussi de la bande passante, ce qui a engendré une explosion exponentielle des ordinateurs en réseau, puisqu'on évalue, alors ce chiffre-là date de 2010, à 1 milliard d'ordinateurs connectés. Et ce chiffre va continuer à grimper, notamment avec l'explosion des objets connectés. Tout doucement. Donc la définition du Big Data, elle est issue du Gartner, qui a édité un rapport de recherche en 2001 et qui explique que le Big Data est toute la démarche consistant à extraire des informations pertinentes d'un ensemble de données caractérisées par 3 critères que sont le volume, la variété et la vélocité. Donc c'est la règle des 3 V. Donc vous pouvez voir aussi sur Internet la règle des 4 V, des 5 V. Enfin, on a rajouté d'autres critères, mais ces 3 critères-là sont vraiment les critères principaux et les plus importants. Donc le terme Big Data, on fait penser essentiellement au terme de volume, mais il faut bien se rendre compte que la difficulté d'analyser les données, elle provient certainement du volume et essentiellement de la variété. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les technologies permettent d'analyser les données aussi bien structurées que les données non structurées, dont on va un petit peu vous parler par la suite. Et le dernier point, c'est la vélocité, c'est-à-dire de pouvoir analyser des données et d'avoir des résultats suffisamment rapidement pour qu'ils soient utiles aux gens qui vont exploiter ces résultats-là. Donc un projet Big Data est la résultante de l'exploitation de données, selon ces 3 critères-là. Ce que peut apporter un projet Big Data, aujourd'hui, on a déjà de nombreuses applications Big Data qui existent, notamment sur la partie recommandation, donc notamment Amazon. Lorsque vous faites une commande chez Amazon, vous voyez des recommandations d'objets qui parfois vous paraissent surprenants, mais qui essaient d'être le plus pertinent possible. Ces systèmes de recommandation sont issus d'algorithmes Big Data qui ont été développés, notamment avec l'aide de laboratoires de recherche qui sont basés en France, notamment le LARIS, qui est le laboratoire de l'ESTI, une école qui est à Cergy-Pontoise. Il y a d'autres domaines parmi lesquels l'analyse de sentiments. Donc il y a des grandes sociétés qui sont très sensibles à leur notoriété et qui exploitent les informations qui sont issues des réseaux sociaux et qui analysent en temps réel les informations que l'on peut dire sur ces sociétés-là pour savoir ce que ressentent les personnes et adapter leur communication en conséquence pour que leur image reste toujours positive. Il y a aussi la modélisation des risques. Donc là, ça nous touche essentiellement les secteurs de l'assurance et de la finance. Ce sont 2 secteurs d'activité qui sont liés à la gestion des risques. Et mieux connaître les risques est un élément vraiment primordial pour ce secteur d'activité. La détection de fraude. Là, il y a aujourd'hui des banques qui, lorsque vous faites une transaction avec votre carte bleue, notamment analysent en fonction du contexte dans lequel vous faites votre transaction pour savoir si c'est un comportement habituel ou inhabituel. Et si jamais le comportement est jugé inhabituel, va demander une confirmation immédiatement pour savoir si c'est normal que vous fassiez cette transaction ou pas. Pour justement détecter les fraudes au plus tôt, de manière à pouvoir éviter au maximum le piratage de données et puis la fraude bancaire. Et il y a enfin 2 autres domaines, donc sur la partie analyse des graphes sociaux. Donc là, c'est vraiment repérer parmi les réseaux sociaux les gens qui ont le plus d'influence pour faire passer des idées marketing, notamment.
Et enfin, analyser le comportement des gens de manière à pouvoir détecter s'ils sont enclins à résilier ou pas à un abonnement. Notamment Google, lorsque vous faites des recherches sur Internet, est tenté de détecter si vous êtes en train de chercher à vouloir changer d'opérateur de téléphonie. Et Google va avoir régulièrement les principaux opérateurs avec une liste de gens en disant ben voilà, est-ce que vous voulez payer cette liste de personnes qui sont susceptibles à vouloir vous quitter. Donc, des fois, certains opérateurs sont enclins à payer, d'autres le sont un peu moins, mais c'est des choses qui existent dès aujourd'hui. Donc, pour revenir à un projet Big Data n'est pas un projet informatique, est un projet informatique un peu particulier, dans le sens où il n'est pas là pour reproduire un processus métier bien déterminé. Donc, lorsqu'on développe un projet informatique, on n'a pas un cahier des charges qui explique ce que doit faire le système informatique. C'est un projet qui dépend des données. Et notamment, il est basé sur un contenu dont on ne sait pas à l'avance ce qu'il contient. On ne sait pas exactement ce que l'on va trouver. Et donc, un projet Big Data n'est pas basé sur un cahier des charges. Il est basé sur des cas d'utilisation, c'est-à-dire sur des problématiques qu'ont les utilisateurs, qu'ils doivent vraiment énoncer le plus clairement possible. Et ensuite, il faut définir avec ces utilisateurs-là comment, à partir des données qui sont aujourd'hui disponibles, comment on va s'y prendre pour pouvoir résoudre leurs problématiques et apporter une solution à leurs besoins. Et un projet Big Data est basé sur les technologies statistiques qui, il y a quelques années, étaient assez difficiles à mettre en œuvre, mais qui, grâce à l'explosion des ressources informatiques, aussi bien en termes de traitement qu'en termes de stockage, cette technologie-là permet aujourd'hui de pouvoir répondre à ces nouveaux services. Donc, pour résumer, un projet Big Data est la mise en commun de 3 compétences vraiment différentes. Le premier, c'est la compétence IT. Ça reste quand même un projet informatique. Les compétences en statistique, donc ça fait appel vraiment à des gens qui connaissent bien tous les outils mathématiques et tous les outils d'analyse de données. Et les compétences métiers, c'est-à-dire qu'un projet Big Data doit répondre à une problématique métier. Et pour réussir un projet Big Data, il faut que ces 3 compétences-là travaillent, les gens qui ont ces 3 compétences-là arrivent à travailler ensemble. Donc pour travailler ensemble, eh bien, il faut mettre en place une méthodologie. Alors aujourd'hui, nous dans le cadre du développement de Square Predict, on a développé une méthodologie qui a mis en commun le meilleur de la technologie Scrum pour développer un projet informatique et une méthodologie qui s'appelle CRISP-DM, qui est une méthodologie de data mining, qui est une méthodologie aussi itérative et qui permet comme cela de pouvoir mettre en commun le travail des data scientists, des ingénieurs et des experts métiers. Cette méthodologie-là, elle est basée sur 6 étapes que je vais décrire assez rapidement. Donc la première étape, c'est la compréhension du besoin. Donc tout d'abord, avant de développer un projet, il faut vraiment définir avec le client quels sont ses besoins. Et comme je vous l'ai dit, un projet Big Data n'est pas basé sur des spécifications. Donc il faut, pour réussir un projet, définir avec le client quels sont les critères, les conditions de réussite de la résolution d'un cas d'usage. Et puis il faut travailler avec ce client-là pour définir le cadrage et savoir vraiment ce que le client attend de la réussite de ce projet. Donc ça met ça fait appel essentiellement aux personnes qui ont les compétences métiers et statistiques, un peu moins les compétences IT.
Par rapport au projet comme on les connaît, où le client à la base c'est toujours ce qu'il veut, s'il a une finalité où il veut arriver, sur ce genre de projet, il est arrivé qu'on aille chez des clients où il avait juste des données et il ne savait pas vraiment ce qu'il était capable de faire avec ces données-là. Donc ce qu'il y a de différent sur ces projets-là, c'est qu'on peut être sur un besoin finalement qui va être piloté par les données. Ça veut dire qu'on va essayer de prendre toutes les données qu'a le client, les fusionner avec d'autres données. Et là, il y a des informations qui vont sortir de l'analyse de ces données et le client ne savait pas à la base qu'il pouvait en tirer. Donc ça, c'est vraiment un aspect innovant qu'il y a dans ce genre de projet. Donc après, la deuxième étape, c'est vraiment de travailler sur les données. Tout d'abord, d'identifier avec le client quelles sont les données qu'il possède, mais aussi de travailler avec lui et de voir, d'explorer les données qui sont aujourd'hui accessibles. Il y a beaucoup de données qui sont en libre service. On appelle ça les données de l'open data, les données des réseaux sociaux. Il y a aussi des données qui sont payantes, mais il y a un marché pour vendre des services de vente de données. Le deuxième point, c'est vraiment d'élaborer toutes les méthodes de collecte de ces données-là, de manière à pouvoir les regrouper pour pouvoir les exploiter. Et puis ensuite, le dernier point, c'est de mettre en place tous les moyens pour pouvoir collecter ces données-là. Donc cette phase-là fait appel essentiellement aux compétences métiers, statistiques, et légèrement IT. C'est pas l'IT commence à être un peu plus impliqué dans cette phase-là. La phase suivante, c'est une fois qu'on a toutes ces données-là, il faut pouvoir analyser ces données, auditer ces données. Avant d'appliquer les algorithmes d'analyse, il faut tout d'abord juger de la qualité de ces données. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de données qui sont accessibles, qui viennent de partout. Mais si ces données n'ont pas un caractère suffisamment qualitatif, ce n'est pas la peine de passer trop de temps à les exploiter. Donc il faut vraiment analyser pour savoir si elles auront s'il y a des points, des données qui sont trop disparates, voir si vraiment on peut les exploiter ou pas. Donc ça, c'est durant cette phase d'audit qu'il faut faire ce travail-là. Il y a un point important qu'il faut vraiment respecter, notamment sur la partie assurance, c'est que l'on collecte des données à caractère personnel. Et il faut respecter la réglementation française, qui est la CNIL. Il y a aussi une réglementation européenne qui est en train de se mettre en place. Donc il faut vraiment définir les règles de privacy à respecter, de manière à pouvoir respecter la réglementation avant toute exploitation de données. Et enfin, il faut préparer les données analysées, c'est-à-dire les mettre dans un bon format, de manière à pouvoir faire appliquer les différents algorithmes. Donc là, les compétences métiers sont moins nécessaires, mais c'est vraiment les compétences IT pour pouvoir collecter, agréger toutes ces données-là, et les compétences statistiques. Le point, donc en milieu de projet, là c'est la partie certainement la plus intéressante d'un projet Big Data, c'est vraiment de sélectionner les différentes méthodes, les méthodes d'analyse. Donc là aujourd'hui, on va pas trop aborder cette partie-là, mais il faut savoir qu'il existe de nombreux algorithmes, notamment de classification ou de détection de graphes de similarité, qui permettent aujourd'hui de pouvoir faire des regroupements de données selon des critères qui sont soit supervisés, soit non supervisés. C'est-à-dire que l'on peut essayer de regrouper des données ensemble et ensuite de voir qu'est-ce qu'elles ont en commun, quelles sont les particularités qu'elles ont en commun. Donc là, toute cette partie-là, c'est durant la partie modélisation et analyse, où la partie prépondérante, la compétence prépondérante est vraiment la compétence statistique. Et la partie IT vient en support pour pouvoir déployer les différents algorithmes, de pouvoir être sûr de pouvoir les faire tourner de manière à obtenir des résultats. Donc ces résultats-là, une fois qu'on les a obtenus, il faut les évaluer. Donc là, on remet en selle toutes les compétences métiers pour voir si par rapport aux objectifs initiaux, les modèles qui ont été passés ont obtenu de bons résultats.
Et s'ils ont obtenu des bons résultats, donc c'est un processus qui est itératif, c'est-à-dire que dans la partie modélisation, évaluation, on peut faire plusieurs fois, plusieurs cycles, jusqu'à ce que le résultat obtenu soit satisfaisant. Et ensuite, il faut pouvoir le déployer, c'est-à-dire que les personnes qui sont demandeurs de ce genre de produits, ce sont souvent des directions, et eux, il n'est pas question de leur montrer des matrices de données, ce n'est pas cela qu'ils recherchent, c'est vraiment des résultats qui sont bien définis et bien lisibles pour eux. Et donc il y a une dernière phase assez importante, c'est vraiment de la mise en forme de ces résultats-là. Donc c'est toute la partie visualisation et reporting, de manière à pouvoir fournir ces résultats-là aux directions direction marketing le plus souvent, ou à toutes les directions des clientèles qui ont pour fournir les résultats de l'exploitation des big data. Donc voilà un petit peu assez rapidement un processus méthodologique de développement d'un projet big data. Et là, je vais parler 2 mots sur le projet Square Predict, comment on a mis en place cette méthodologie dans ce projet-là. Donc tout d'abord, Square Predict, c'est un projet qui est réalisé qui est porté par Arrow, mais qui est réalisé par un consortium. Donc sur ce consortium-là, dans ce consortium, il y a tout d'abord Arrow, une autre société qui s'appelle ISMA, qui est spécialisée dans l'analyse de données. Donc ISMA nous a fourni les compétences en data scientist. Il y a une troisième société qui s'appelle Digitalytics, qui, elle, nous a apporté toutes les compétences en analyse de données à caractère personnel, donc tout ce qui est la partie Privacy by Design, et 3 laboratoires de recherche, donc le laboratoire d'informatique de Paris-Nord, le LIPN, le laboratoire informatique de Paris-Descartes, donc de Paris 5, et le laboratoire, le LARIS de l'ESTI. J'ai évoqué le nom tout à l'heure, qui a notamment travaillé sur l'analyse de recommandations pour Amazon. Et au sein de ce consortium-là, travaille en partenariat avec un assureur français leader mondial qui nous fournit ces données-là et qui nous a fourni ses experts métiers pour définir 2 cas d'usage. Ces 2 cas d'usage sur lesquels nous avons travaillé sont les suivants. Donc, tout d'abord, c'est l'amélioration de l'évaluation des risques en sinistralité, incendie et dégâts des eaux. Et le deuxième cas d'usage, c'est lorsqu'on a une catastrophe naturelle, c'est d'évaluer le coût que va avoir cette catastrophe naturelle le plus rapidement possible, notamment en utilisant les informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc sur le premier cas d'usage, là, j'ai assez schématiquement regroupé les informations pour illustrer tout le cycle méthodologique de la résolution d'un cas d'usage. Tout d'abord, les premières phases sur la définition et l'analyse des données, où là, on a indiqué assez succinctement toutes les informations qu'on a collectées de manière à avoir une base de données qui soit enrichie. Aujourd'hui, les assureurs ont assez peu d'informations, assez paradoxalement, sur l'état des logements qu'ils assurent. Mais toutes ces informations-là, aujourd'hui, sont disponibles, notamment par les informations fournies par le gouvernement ou par les informations liées au recensement. Ensuite, on a défini avec les différents laboratoires de recherche 2 modèles d'analyse. Un premier modèle d'analyse par clustering, qui est ici, et un autre modèle d'analyse par analyse, oui, c'est un petit peu difficile à lire, mais un deuxième modèle d'analyse où on projette les données dans un espace de similarité permettant de faire une analyse de clustering beaucoup plus efficace. Et en faisant cette étape-là, on a eu deux résultats là qui nous a permis de mettre en évidence des critères sur les coûts sur la sinistralité, incendie et dégâts des eaux en fonction de critères que ne possédait pas l'assureur dans sa base de données originale. Notamment sur les résultats là, on le voit sur ce schéma en bas à gauche,
où pour chaque cluster, donc sur l'axe des abscisses, on voit les clusters, l'axe des ordonnées, le résultat de chaque cluster selon différents critères. Et on voit que sur certains clusters, le taux de sinistralité est beaucoup plus important, ou la charge par sinistre est beaucoup plus important. Donc le but, c'est de voir pourquoi on a des différences de comportement dans chaque cluster, et ensuite de voir la répartition géographique de ces clusters-là. Donc c'est grâce à cette analyse-là que l'on a pu affiner les critères de risque pour la sinistralité incendie et dégâts des eaux. Le deuxième cas d'usage, c'est sur la sévérité. Donc là, les méthodes d'analyse sont un petit peu plus confidentielles. Et donc là, je ne les ai pas détaillées. J'ai juste indiqué les données d'entrée qu'on a utilisées pour exploiter ce cas d'usage-là. Donc c'est tout d'abord les données de l'assureur, ensuite les données d'alerte météo qui peuvent nous prévenir sur l'apparition des catastrophes naturelles et la zone géographique, et enfin les informations issues des réseaux sociaux, notamment de Twitter, et des flux d'informations RSS, de manière à pouvoir, en fonction des informations qui circulent, pouvoir évaluer de la sévérité. C'est-à-dire qu'on n'aura pas un coût très précis de la catastrophe naturelle, mais on pourra évaluer si une catastrophe aura un impact fort ou non pour l'assureur, de manière à ce qu'il puisse prendre des mesures en avance de phase pour pouvoir rembourser plus efficacement ses assurés. Donc voilà, donc j'ai peut-être pris beaucoup de temps, je suis désolé. Maintenant, on va passer sur la partie plus technique. Donc je vais donner la main à Stéphane, qui va vous parler de comment on a mis en place de manière plus technique notre plateforme Square Predict. Donc bonjour à tous, donc moi c'est Stéphane Goumard, je travaille également sur la société Arrow Group, donc moi je suis le responsable technique. Donc dans le projet Square Predict que vous avez vu, je suis celui qui supervise toute la partie IT, donc l'ensemble des briques techniques qui vont participer à la mise en œuvre des algorithmes et des méthodes statistiques que vous avez pu voir dans le projet. Donc là je vais vous parler d'Hadoop, alors un petit sondage rapidement, est-ce qu'il y en a qui connaissent Hadoop déjà? Déjà fait des développements sur Hadoop? D'accord. Donc Hadoop, donc voilà un petit peu le plan qu'on va voir ensemble sur la partie technique. Donc je vais vous dire un peu ce que c'est. On va faire un peu son histoire, on va voir une architecture différente de référence. On va voir un petit peu ce que c'est quoi le cœur de Hadoop. Et puis je vais vous faire une petite démo, d'accord? Une petite démo, je trouve que c'est assez parlant. On va essayer de faire un petit programme, d'accord, avec Hadoop, un petit programme basique, hein. Puis on va essayer de le déployer, puis essayer de le déployer en plus sur un vrai cluster, d'accord? On va essayer de faire ça rapidement, on n'a pas beaucoup de temps, donc on va voir si l'usine logicielle que nous on a créée pour faire ça est efficace ou pas, parce qu'on a peu de temps du coup. Et puis je vous dresserai en fin de présentation quelques éléments techniques également qui tournent autour de l'écosystème Hadoop et qui sont des éléments techniques qui sont assez innovants. On parlera de Yarn, de Hive et puis de Spark également. Donc qu'est-ce que c'est que Hadoop? Donc au cœur des projets Big Data, donc vraiment du traitement en volume massif de données comme on a pu vous présenter et les enjeux qu'a pu vous présenter Philippe, il y a un outil. Cet outil c'est Hadoop. Donc en fait c'est une solution open source, donc un framework, et à l'intérieur on retrouve essentiellement deux composantes. Quelque chose qui va nous permettre de stocker des données importantes de données. Donc comment on va faire? Eh ben, comme on ne peut pas les stocker sur une seule machine, on va s'arranger pour les stocker sur différentes machines. Donc c'est ça que va proposer Hadoop. Et puis stocker les données c'est bien, pouvoir les traiter ça serait bien également. Donc on va voir que Hadoop nous propose également une solution pour faire du traitement distribué. Ça veut dire qu'on va paralléliser le traitement sur plusieurs machines également. Donc c'est ça Hadoop, hein. C'est une méthode de stockage et une méthode de traitement qui est distribuée pour pouvoir faire face à la volumétrie qui est importante dans ce type de projet. Donc Hadoop c'est complètement scalable. Donc l'idée c'est vraiment qu'on soit abstrait du nombre de machines. Ça veut dire que si on a un cluster où il y a 6 machines, si on en a besoin de 12, il faut qu'on puisse à chaud rajouter des machines, que ce soit transparent pour le traitement et que ce soit complètement scalable au niveau horizontal. Donc ça c'est vraiment un des prérequis pour une plateforme de type Big Data, c'est vraiment d'être scalable. Ça là-dessus, pas de souci. En plus, avec l'arrivée de Hadoop, ce qu'ont pu voir les entreprises, c'est le coût de stockage des données qui a baissé. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais avant, quand on avait vraiment beaucoup de données, on les distribuait sur plusieurs machines. Et pour pouvoir accéder à ces données,
on traversait le réseau pour aller chercher les données. Ça avait un coût. Il fallait mettre de la fibre optique, il fallait mettre des bandes passantes spéciales pour quand même ne pas dégrader les performances. Donc tout ça avait un coût. Aujourd'hui, avec le traitement de Hadoop, lui, il va fonctionner différemment. C'est-à-dire que le traitement, il va l'emmener à côté des données. Ça veut dire qu'il va l'emmener sur le serveur où est stockée la donnée. Donc du coup, il va lire les données en local sur la machine. Et du coup, au niveau infrastructure, les coûts sont amoindris. C'est un peu ce que propose Hadoop. Donc un cluster, je l'ai dit, commodity hardware, donc ça je l'ai dit, l'idée c'est de pouvoir ajouter des serveurs, etc. Et c'est complètement open source. Donc à la base de tous ces projets, il y a vraiment une brique open source qui est libre. On peut télécharger Hadoop, ouvrir son code source, le modifier. Donc en fait, ce que voulait Hadoop à la base, c'était éviter ce que peuvent faire d'autres éditeurs comme Microsoft, etc. Ça veut dire le vendor lock-in, ça veut dire de créer un système complètement fermé et puis que tout le monde devienne dépendant d'Hadoop et puis qu'après on ne puisse pas utiliser autre chose. Hadoop, ils ont choisi un modèle différent, c'est complètement open source et on va voir que ce modèle-là, il a été bénéfique parce que comme c'est complètement open source, il y a tout un écosystème autour qui s'est créé, d'autres personnes qui sont venues l'enrichir. Ils ont dit c'est gratuit, et nous on va y rajouter notre brique. Ça n'aurait pas été le cas si Hadoop avait déjà cloisonné ça au départ. Donc cette stratégie a été payante pour Hadoop. Donc l'histoire, alors rapidement vraiment l'histoire, donc le créateur c'est Doug Cutting, à la base il avait fait un petit moteur d'indexation qui s'appelait Nutch. Il y a Google en parallèle qui a sorti des papiers, un papier sur le système de stockage qui s'appelait GFS et qui maintenant s'appelle HDFS, et un papier sur le MapReduce. Doug Cutting, il a vu ça, il a dit ça a l'air intéressant, pour moi c'est l'avenir, le traitement distribué. Il a pris ça, il a mis ça dans sa solution qui était un moteur d'indexation simple, linéaire à la base, et il a appelé ça Hadoop. Ensuite, il a changé de boîte, il est passé par Yahoo, il est passé par Facebook, et ça continue de faire grossir Hadoop, l'écosystème Hadoop, et aujourd'hui on a le Hadoop qu'on connaît aujourd'hui. Autour de Hadoop, il y a des distributions, on en parlera tout à l'heure, donc maintenant il y a des éditeurs qui sont passés au-dessus de Hadoop pour proposer Hadoop d'une façon un petit peu plus présentable, commerciale, marketing, ou un peu plus, on va dire, friendly pour pouvoir l'installer plus facilement avec des outils d'administration, etc. Donc comme je l'ai dit, Hadoop maintenant c'est une architecture de référence, donc on va avoir beaucoup de corps de métier, beaucoup d'industries, de business model, de business marketing, mais même de business technique qui se sont greffés autour de la solution Hadoop. Donc déjà il y a Hadoop à la base, mais on va trouver ce qu'on appelle les pure players dans des distributeurs, c'est-à-dire qu'il y a des gens comme Cloudera, Hortonworks, c'est des noms que vous avez dû entendre. Donc ça c'est les grands éditeurs aujourd'hui, ils ont pris Hadoop, ils ont contribué à Hadoop, rajouté des outils, ils en ont fait un packaging et aujourd'hui c'est distribué par cet intermédiaire-là. Aujourd'hui peu de sociétés consomment Hadoop, vraiment Hadoop, à part peut-être quelques laboratoires ou quelques geeks au fond de leur garage. Aujourd'hui, on passe par les distributions parce qu'il faut avoir quelque chose pour que ça s'installe facilement, mais il faut aussi avoir de la maintenance, ce genre de choses, et c'est ce que proposent les pure players. On va retrouver des éditeurs, donc c'est encore au-dessus. Donc là, ce sont des sociétés qui ont dit nous on va prendre des distributions et on va encore rajouter des choses. Donc là on va retrouver Greenplum, on va retrouver Oracle, on va retrouver Microsoft, etc. Donc souvent ils se disent ils arrivent avec une solution big data, mais quand on regarde un petit peu dans l'offre, on s'aperçoit qu'il y a soit une distribution derrière ou soit il y a le cœur c'est Hadoop. Mais il y a toujours Hadoop quelque part. Vraiment on va dire qu'à 98% les projets de type big data au niveau technique, il y a le cœur c'est Hadoop. Il y a vraiment aujourd'hui c'est un incontournable. On va retrouver d'autres solutions qui, eux, vont pas vendre des solutions, mais plutôt offrir des solutions à travers le cloud. Donc, c'est ce que propose Google, Amazon, par exemple, avec le MR, et puis Microsoft également, et puis Google aujourd'hui aussi, je viens de le dire. Donc aujourd'hui, l'adoption de Hadoop pour faire du traitement Big Data, maintenant il est sans équivoque. Si on regarde, en plus ça a été complètement croissant. Donc en 2007, il n'y avait pas grand monde, il y avait vraiment des grands leaders. Mais aujourd'hui, en 2010, et puis ça doit être aujourd'hui, c'est vraiment l'explosion. Toutes les grosses sociétés qui veulent faire du traitement distribué ont adopté Hadoop. Donc le fait que Hadoop soit open source, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé que d'autres éditeurs, je l'ai dit, des pure players, des éditeurs sont venus et ont rajouté leur outil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de Hadoop, en fait, souvent par abus de langage, on va parler de Hadoop, mais en fait, il y a tout un écosystème qui s'est créé autour de Hadoop. Parce que Hadoop, c'est juste du stockage et du traitement distribué. Mais ça ne suffit pas à faire un projet. Il faut collecter les données, il faut mettre de la sécurité, il faut, qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut faire du requêtage temps réel, il faut faire ce genre de choses. Et ça, c'est des éditeurs qui sont venus rajouter des composantes autour de Hadoop, qui ont contribué, souvent ils nous ont même libéré ces solutions-là. Et tout ça, ça a créé un écosystème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle de Hadoop, on parle vraiment d'un système d'exploitation qui va permettre de traiter de la donnée, de sa collecte à son analyse jusqu'à la visualisation. Et c'est ça qui est important. Parce qu'avec Hadoop, on ne ferait pas grand-chose.
Donc, au cœur de Hadoop, il y a deux choses. Donc, j'ai dit d'abord un système de stockage. Donc, le système de stockage, ça s'appelle HDFS. Donc, je vais essayer de passer rapidement. Donc, ça s'appelle Hadoop Distributed File System. Donc, l'idée, comme je l'ai dit, c'est de dupliquer les données sur plusieurs machines. D'accord? Donc, un système de fichiers distribués, scalable horizontal, j'en ai parlé, tolérant aux pannes. Bien sûr, c'est des systèmes qui se répliquent. Les données sont clusterisées, mais elles se répliquent aussi plusieurs fois sur les clusters. Ça veut dire que s'il y a un nœud qui tombe, bien sûr, il sera remplacé par un autre. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se passer. Et donc, qu'est-ce qu'on a au cœur du HDFS? Donc, en fait, c'est un cluster. Alors, ça va être un ensemble de machines qu'on va appeler un cluster, et chaque machine va être appelée un nœud. Et un nœud dans un cluster, il peut avoir deux fonctions. Soit c'est ce qu'on appelle un name node, donc ça veut dire que ça va être un nœud principal, ça veut dire que ça va être un petit peu le master dans le maître esclave, ça veut dire que ça va être lui qui va décider un petit peu où est-ce qu'on va stocker les données, qui va coordonner les jobs et qui va coordonner les stockages sur les fichiers. C'est même par lui qu'on passe quand on veut accéder à un fichier dans le cluster. Donc ça peut être une fonction. Logiquement, dans un cluster, il y en a deux. Pour avoir un système de failover, s'il y en a un qui tombe, il y en a un qui prend le relais. Toutes les autres machines qui sont des nœuds également, on les appelle des data nodes. Donc là, ça parle tout seul, ça va être des nœuds qui vont stocker des données. Donc soit c'est un name node, soit c'est un data node. On a plusieurs, on va dire, critères d'optimisation d'un cluster Hadoop, mais les deux qu'on pourrait retenir, c'est la réplication factor. Donc comme je vous l'ai dit, c'est des systèmes qui se répliquent. Donc du coup, on peut dire combien de fois on souhaite répliquer la donnée sur les machines. Donc ça, c'est un paramétrage qu'on peut faire. En règle générale, c'est des multiples de 3. Donc quand on crée un cluster, nous, ça a été notre cas, mais on ne choisit pas le nombre de machines aléatoirement. On va regarder le réplication factor, et en fonction de ça, on va dire, bah, tiens, 3 machines, puis si jamais je veux augmenter, je ne vais pas en prendre 4. Parce que autrement, ça va être compliqué de répliquer. Donc, on va en prendre 6, etc. pour respecter ce réplication factor. Donc, je crois que c'est un paramètre assez important quand on parle d'optimisation. Le deuxième paramètre, c'est le block size. Donc, comment Hadoop sait comment il va stocker, sur quelle machine il va le mettre, etc. Mais il se base sur la taille d'un bloc. Donc, si vous lui donnez un gros fichier d'1 Tera, il met un bloc de 128 mégas. Et puis, quand il n'y a plus de place, etc., c'est comme ça qu'il partitionne les données sur le cluster. C'est pas plus compliqué. Ça aussi, c'est paramétrable. Donc, voilà en gros le HDFS. Donc ça, c'est pour le stockage. Comme je vous l'ai dit, stocker les données de façon distribuée, c'est bien, mais si on ne peut pas les traiter de façon distribuée, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire qu'une fois qu'on les a stockées, il faudrait faire ce qu'on sait faire aujourd'hui, aller chercher les données, les ramener sur une machine et faire un traitement. Du coup, on a perdu ce qu'on voulait faire. S'il y a un pétaoctet de données à traiter, on ne va pas pouvoir les mettre sur une machine. Déjà, ça ne tiendra pas en mémoire, puis on ne peut pas les mettre sur le disque parce que ça ne tient pas. Donc, on ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, dans Hadoop, on a aussi un système de traitement distribué. Donc, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le MapReduce, en fait. C'est son nom, c'est un framework de programmation. Donc, en fait, les traitements vont être envoyés directement sur les machines. Le traitement va être coupé en plusieurs morceaux et il va être envoyé sur les machines où sont stockées les données. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, on va avoir un traitement qui vont aller sur chaque nœud du cluster et on va avoir une partie de traitement qui va se faire sur chaque machine. Une fois que chaque traitement est terminé, il y a une partie, c'est la phase de réduceur, ça va être fusionné et on va refusionner les résultats de chaque machine au fur et à mesure jusqu'à arriver au résultat final. C'est ça le paradigme MapReduce. Donc en fait, on a vraiment deux fonctions dans ce paradigme de programmation. Donc une fonction map qui va être là pour convertir les données en entrée en une série de paires clés-valeurs. Donc l'idée de la fonction map, ça va être de combiner les données qui ont un lien entre elles. Alors l'idée, ça va être ça, c'est une HMAP. Si vous êtes développeur, vous savez ce que c'est une HMAP. Donc on va regarder les données et puis celles qui ont un lien entre elles, on va leur donner la même clé. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tout ça, ça va être combiné ensemble, ça va être trié et en fait, ces groupes de paquets qui ont la même clé vont être envoyés à la phase de réduceur. Donc les réduceurs vont recevoir des paquets de données qui ont une valeur qui est commune entre elles. D'accord? Ça, c'est important parce que c'est comme ça qu'on arrive à optimiser le traitement. Ça veut dire que comme les données ont été regroupées, on va pouvoir les envoyer sur la machine où sont les données physiquement. Donc du coup, vous voyez l'optimisation. On n'a pas de mouvement de données à faire d'un nœud à un autre. On va envoyer le traitement là où sont les données. Et ça, c'est rendu possible grâce à cette fonction map. Donc dans cette fonction reduce, bon ça y est, là on a nos données, mais là on va faire ce qu'on a à faire sur nos données. D'accord? Donc là on va appliquer les traitements sur l'ensemble des valeurs regroupées par leurs clés, consolider les données, etc. Donc c'est vraiment dans cette étape de réduceur où on va, tout ce qui avait un lien entre elles, on va les combiner, faire un traitement, on va arriver à des paquets de plus en plus petits et à la fin on va arriver au résultat final. C'est important ça parce que cette façon de programmer, c'est très structurant pour des développeurs comme nous qui font du Java avec des boucles for ou peu importe le langage de programmation, parce que là, il faut penser que le traitement va être coupé en petits morceaux, qu'on va travailler sur des petites parties des données. Donc tous les traitements qui ont besoin d'avoir une vue d'ensemble des données, etc.,
c'est quelque chose qu'il faut complètement repenser. Donc aujourd'hui, un des principaux travaux que nous, on a à faire quand on a des chercheurs en face de nous, ils arrivent avec des algorithmes d'analyse de données, de statistiques. Mais ça, c'est des choses qui fonctionnent très bien en séquentiel, en Python sur une machine. Le problème, c'est on essaie de leur expliquer que maintenant, ça va être distribué. Donc il faut penser les choses différemment, qu'il faut couper les données, on va en voir qu'une partie, qu'il va y avoir des étapes de réducteur au fur et à mesure. C'est vraiment ce travail-là aujourd'hui qui est très structurant au niveau des développeurs. Et c'est cet élément-là qu'il faut qu'on arrive à acquérir maintenant dans les écoles pour penser différemment, penser nos programmes différemment, penser en travaillant sur des parties plus petites de données et qui vont être regroupées au fur et à mesure. Donc ça, c'est assez important au niveau du paradigme. Donc en fait, vraiment au cœur de MapReduce, donc là aussi je vais essayer d'aller vite, c'est pas toujours simple. Donc du coup, le traitement MapReduce, on va dire qu'il y a deux éléments essentiels, ce qu'on appelle un job tracker, donc c'est un peu l'équivalent du NameNode tout à l'heure, donc on va dire que c'est le grand patron, c'est lui qui décide quelles sont les données qu'il va envoyer. Enfin, il va donner des fonctions à chaque nœud. Il va dire, toi, tu vas faire du map, toi, tu vas faire du reduce, etc. Donc, c'est lui qui va décider ça. Et c'est lui qui va décider où est-ce qu'il va envoyer les traitements en fonction de là où sont localisées les données. C'est pour ça que c'est très bien. Donc, là, il y a une faute, par exemple. On voit que le job tracker, alors c'est pour ça que je l'ai re-entouré derrière ensuite. Le job tracker, il n'est pas sur un data node. Il est souvent juste colocalisé avec le name node parce qu'il va demander au name node où sont les données. Parce que moi, j'ai un traitement à faire. Et le name node va lui renvoyer les données du nœud le plus optimisé par rapport aux données qui sont à traiter. Le job tracker, il sait les données qui sont à traiter. Donc comme ça, il va pouvoir envoyer les traitements là où il faut. Vous voyez ? Et sur chaque data node, on va retrouver ce qu'on appelle un TOSC tracker, parce qu'après il y a une autre architecture, un TOSC tracker qui lui va faire le traitement. D'accord ? Donc vraiment là, on est sur chaque data node, il reçoit une partie de traitement à faire et il va le faire. C'est ça, comment ça fonctionne dans Hadoop. Bien sûr, c'est vulgarisé. Donc par exemple, pour schématiser un peu ça, c'est ce qu'on va essayer de faire en démo tout à l'heure. Donc ça, on va essayer de faire un petit programme en MapReduce qui compte des mots. D'accord ? Donc l'idée là, par exemple, c'est de compter les mots qui sont dans le texte qui est au-dessus. Donc le travail, par exemple, du mapper que nous, on va devoir écrire. Donc lui, il va lire les données ligne par ligne dans le fichier. Il va les couper en mots. D'accord ? Et puis le pair clé-valeur qu'il va faire, il va choisir comme clé le mot qui est à compter. Donc ça va être la clé. Et puis il va initialiser un compteur à 1. Donc voilà ce qu'il va faire avec le jeu qui est là. Il va envoyer ça à Hadoop et avant de passer au réducteur, Hadoop va faire un traitement. Il va faire un traitement et d'abord il va tout ordonner. Il va faire un tri dessus et puis il va combiner. Ça veut dire qu'il va créer des paquets comme ça où on va retrouver voilà, par exemple le mot is, il est combiné. On l'a retrouvé 3-4 fois dans le texte. Donc il les combine comme ça, il fait des paquets. Donc c'est cette étape-là que fait Hadoop. Ça, c'est pas nous qui le faisons, c'est Hadoop qui le fait. C'est une optimisation interne à Hadoop. Une fois qu'on a combiné et trié, on va envoyer ça à nos réducteurs. Donc nos réducteurs, ils reçoivent des paquets où la clé est commune. Donc qu'est-ce qu'il va faire notre réducteur ? Il va regarder le compteur de chacun et puis il va faire une somme. Et puis il va renvoyer à chaque fois le résultat. Et puis ça va se combiner jusqu'à qu'à un moment donné, le combineur, il ne sort plus rien. Il n'y a plus rien à combiner, tout est compté et on va avoir notre sortie. Vous voyez un peu le principe, comment ça fonctionne? Donc bien sûr, c'est facile sur un word count, c'est beaucoup plus difficile sur un algorithme de Louvain par exemple ou un algorithme de data mining. C'est vraiment un travail très très compliqué d'essayer de penser comme ça quand vous passez un algorithme séquentiel en distribué. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est plus facile pour faire des word count. Moi, je m'arrête au word count, tant mieux. Donc là, au niveau de la démo, on va essayer de faire un petit word count. Donc, bien sûr, on peut télécharger, nous, Hadoop, l'installer sur notre machine. Alors après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de le démarrer. Alors voilà, déjà, c'est assez compliqué. Puis après, il y a plein de lignes de commande pour envoyer des fichiers de test direct sur le HDFS. Puis après, il y a d'autres lignes de commande pour essayer de faire un jar. Et puis, il y a d'autres lignes de commande encore pour pouvoir lancer le job. Voilà, enfin, c'est possible de le faire à la main. Nous, dans notre projet, on travaille avec des chercheurs qui n'ont pas un sens technique aigu, on va dire. Donc ce qu'on a fait quand on a créé Square Predict, on a créé une usine logicielle. Donc une usine logicielle qui regroupe tous les outils pour pouvoir faire du développement sur Hadoop et bien plus que ça. Là aujourd'hui on se focalise sur Hadoop parce qu'il faut bien faire une introduction, mais l'écosystème distribué est beaucoup plus large que Hadoop. Donc on a créé une usine logicielle qui regroupe tous les outils et qui quelque part va masquer toute la complexité technique de mise en œuvre d'un programme aux chercheurs pour qu'ils puissent se concentrer sur leur algorithme. Donc qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? On va retrouver une distribution Hadoop bien entendu. Donc ça, c'est un projet open source. C'est sur un dépôt Debian pour ceux qui sont habitués avec Linux. Donc vous faites un pt-get install Sqube Foundation for Hadoop, ça s'installe sur votre poste. Donc voilà. Dedans, on va retrouver donc une Hadoop, une distribution Hadoop qui s'appelle Hortonworks. On va retrouver Eclipse. Tout le monde connaît Eclipse à peu près, non? C'est un IDE qui permet de coder, d'accord? Qui permet de coder en Java et d'autres langages. Donc on va retrouver un IDE qui va permettre de faire de la programmation et dedans on va retrouver plusieurs plugins qui vont permettre de faire du Scala, du Java, du Python, tous les langages de programmation qu'adorent utiliser les chercheurs pour pouvoir développer.
Un gestionnaire de projet, donc ça veut dire que nous, on va abstraire le chercheur de tout ce qui va être compilation, packaging, gestion des dépendances, etc. On va inclure un gestionnaire de projet qui va gérer tout ça pour lui. Il n'a pas à se soucier, est-ce que j'ai la bonne librairie de Hadoop, est-ce que j'ai la bonne librairie de Hive, etc. Tout ça, ça lui tombe un peu du ciel. Lui, il utilise les fonctions à l'intérieur. Il ne sait pas trop comment ça se passe, et tant mieux. À l'intérieur également de l'usine logicielle, on va retrouver des templates de projet. Ça veut dire que nous, vous divisez, je vais vous montrer, hein, vous voulez faire un programme par exemple Hadoop en Java, vous avez un template, voilà, un bouton, je vais faire un projet Hadoop en Java, ça vous crée toute une structure de projet où il y a déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir faire du Hadoop en Java. Donc une configuration déjà faite, des dépendances qui sont déjà initialisées, un dossier pour mettre les sources, un dossier pour mettre les tests, etc. On est allé un peu plus loin que ça parce que nous, on a une vision, on va dire, un peu plus élargie. On se dit qu'aujourd'hui, on est sur des projets de recherche, donc personne post-industrie. Mais demain, on va avoir ce qu'on a eu l'effet quand on a commencé à créer des logiciels. Ça veut dire que les gens vont vouloir industrialiser. Ça veut dire qu'on va vouloir packager à la volée, qu'on va vouloir créer des tests unitaires, qu'on va vouloir faire du déploiement continu, qu'on va vouloir faire des choses comme ça qu'on fait aujourd'hui avec les logiciels actuels. Donc nous, aujourd'hui, déjà, dans notre méthodologie, on a incorporé des outils dans notre usine logicielle qui permettent d'avoir ce genre de choses. Par exemple, vous pouvez écrire des tests unitaires. Alors c'est assez innovant pour le fait. Des tests unitaires sur un programme Hadoop. Ça veut dire que nous, on a, par exemple, pour permettre ça, on a créé un système qui permet de créer un mini cluster dans la mémoire pour exécuter un mini test unitaire et pouvoir sortir un jeu de résultats et pouvoir le tester. Donc ça, c'est des choses qu'on a incorporées dans l'usine logicielle. Donc tout ça pour dire que nous, on a un petit outil qui est open source. Pour faire du Hadoop, je trouve que pour commencer, c'est pas mal d'utiliser cet outil. Au moins déjà, ça va un peu plus vite. On ne prend pas 5 jours pour pouvoir juste installer un Hadoop sur sa plateforme. Voilà. Donc quand on crée un projet Hadoop avec l'usine logicielle, donc plusieurs étapes, donc créer le projet avec l'archetype, on va voir comment ça se passe, développer une fonction map et une fonction reduce, ça on ne peut pas l'enlever, malgré qu'il y ait une usine logicielle, il faut bien qu'on code un petit peu. Donc on va faire le word count, donc on va créer le map et on va créer le reduce. On va écrire un test unitaire, donc là on verra un petit peu le fonctionnement in memory. On va tester sur un cluster mais sur la machine, en standalone. Et puis on va aller plus loin encore, on va tester sur un cluster mais en distance. C'est-à-dire que l'usine logicielle, elle permet d'être connectée avec un vrai cluster pour un passage à l'échelle. Et avec un bouton, vous pouvez déployer sur une vraie plateforme et lancer votre job. Aujourd'hui, quand on la distribue, elle est distribuée avec un cluster qui est à nous, qui est d'un de nos partenaires. Donc on a un cluster de 6 machines qui permet de faire des passages à l'échelle et de lancer nos programmes sur un vrai cluster. Ce qui peut quand même être intéressant. Donc je vous rapidement un petit peu de code, hein, histoire de faire un peu techos. Donc là, une fonction map. Donc une fonction map, c'est celle qu'on a à écrire. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste découper nos lignes, d'accord? Donc il y a un split là-bas, on va découper nos lignes avec les espaces blancs. On va se retrouver avec une structure de données où la clé à compter, enfin avec une HMAP où la clé sera le mot qu'on veut compter et un compteur initialisé à 1. On le voit ici, là. Et puis là, on initialise le compteur. On va écrire une fonction reduce également. Donc elle, je l'ai dit, elle va recevoir des paquets de mots qui ont été combinés entre eux parce que la clé est unique. Donc elle a fait juste une boucle for et puis elle fait un sum plus égal là pour compter. D'accord? Donc là, elle a les mêmes clés et puis elle fait juste ajouter les compteurs pour pouvoir compter combien il y en a. Et elle écrit ça sur le résultat. Voilà, c'est assez simple. Et ça, c'est le main, donc c'est l'entrée du programme. C'est ce qui permet d'initialiser, on va dire, le job. Donc en gros, on va donner un nom au job, on va lui donner son fichier d'entrée, on va lui dire où est-ce qu'il doit écrire la sortie. C'est à peu près ce qu'on retrouve dans ce genre de code. Là, c'est très verbeux. C'est très verbeux parce qu'on est en Java. Mais il faut savoir que pour développer en MapReduce, il y a des langages beaucoup plus aboutis pour ça. Par exemple, le Scala. Par exemple, Java 8, donc Java, mais un peu plus évolué, sont des langages de programmation fonctionnelle qui rendent beaucoup moins verbeux ce genre de choses. Quand on est en traitement distribué, on travaille avec des fonctions qu'on va vouloir appliquer sur des données, des fonctions. On a une structure de données avec des données à l'intérieur, on veut appliquer une fonction sur toutes les données qui sont dans la structure. Ça, c'est bien d'avoir des pointeurs de fonctions, ce genre de choses qu'on n'a pas en Java. Donc du coup, de l'écrire, ça nous fait des programmes très verbeux avec des boucles for, etc. Quand on passe sur d'autres langages de programmation, on a des choses un peu plus intéressantes. Un programme comme ça, écrit en Scala, avec 4 lignes de code, c'est écrit. À peu près. Là, il y a quand même, juste pour la fonction main, il y en a déjà pas mal. Si vous mettez le Maple Reducer que j'ai codé juste avant, ça commence à faire beaucoup de lignes juste pour compter des mots. Mais bon, le Java, c'est quand même un peu plus répandu, donc j'ai fait cette démo-là. Donc je vous montre une petite vidéo avec l'usine logicielle. Faut pas prendre de risque, je le fais pas en live, j'ai une vidéo. Donc là, on est dans l'usine logicielle, donc on est dans l'éditeur. Donc on a un éditeur, voilà, qui va nous permettre de créer notre projet. Donc on va avoir des assistants
de type WizWing qui nous permettent de créer notre projet. Donc là, on va aller chercher notre type de projet qu'on veut créer. Donc c'est les fameux archetypes que je parlais tout à l'heure. Donc là, vous avez toutes les typologies de projets. C'est passé un peu vite. Mais là, j'ai choisi Hadoop en Java. Et là, vous donnez un nom à votre projet. Donc voilà, vous avez des assistants assez visuels qui sont quand même assez simples d'utilisation. Donc là, on a décidé de créer un projet de type Hadoop, traitement distribué, écrit en Java. Donc il y en avait d'autres de disponibles. Donc comme vous voyez ici, on se retrouve, on se retrouve avec un projet où il y a toute une arborescence qui a été créée. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'on retrouve des dossiers assez connus de Java. On va pouvoir mettre nos sources, on voit qu'on va pouvoir écrire des tests, mais le dossier conf et le fichier qui est ici, là, c'est tout ce qui va être gestion de dépendance, etc. Donc on voit que c'est créé automatiquement par le système. Il n'y a pas besoin de s'en préoccuper. Donc la suite, c'est que maintenant, il va falloir que j'écrive mon mapper et mon réduceur. Donc là, toujours des assistants visuels. Donc je vais créer une classe en Java. On va lui donner un nom. Donc là, le nom du package. Donc je sais pas, vous avez déjà développé avec Eclipse ou pas? Un peu? Ouais? C'est tout? Il y a des développeurs dans la salle? Ah ouais. Ouais, du coup, mon éditeur, machin et tout. Ouais, bah fais du Hadoop avec Vim, on en reparle. Donc là, c'est super friendly, on a des belles interfaces et tout. Bon, on aurait pu l'écrire directement dans un fichier hein, pour vraiment les... Donc là, ça va nous générer une classe. Et puis la magie, je vais coder le code qui permet de coder. Donc là, on l'a vu le code tout à l'heure. Hein. Donc là, j'ai collé le mapper, le réduceur et la fonction main qu'on a vu tout à l'heure. Donc bien sûr, c'est un IDE, hein, donc gestion des dépendances automatiques. Et puis compilation à la volée, etc. Donc des choses qui sont quand même intéressantes et qui font gagner du temps. Donc là, je vous montre qu'il y a la fonction map et la fonction reduce et le job main qui est en dessous. Donc l'idée, c'est que là, on va se servir de l'usine logicielle, on va essayer de tester ce programme. Parce que vraiment, là, aujourd'hui, dans les programmes Hadoop, là, l'idée, là, on va dire qu'un développeur sans usine logicielle, il devrait packager, démarrer un cluster, etc. Donc des choses qui sont assez longues, mettre ses données de test sur le cluster. Donc nous, on va voir qu'on a une solution plus simple, parce qu'on a créé un framework de test unitaire. Donc là, par exemple, on a un fichier XML, qu'on appelle dataset, nous. Ce fichier-là, on va pouvoir mettre dedans tous les fichiers de test qu'on souhaite tester. Donc par exemple, pour un word count, on va rajouter dans ce fichier XML les fichiers où on souhaite compter les mots. D'accord. Donc ça, mine de rien, ces fichiers-là, il va y avoir un cluster qui va être démarré dans la mémoire et nous, le système, l'usine logicielle, va les pousser directement sur le HDFS. Vous savez, le fameux système distribué. Mais ça, on va le faire automatiquement. Le développeur n'a pas besoin de lancer la ligne de commande pour le faire. Donc là, moi, pour l'exemple, je crée un deuxième fichier et puis je rajoute quelques mots à compter à l'intérieur. J'étais très inspiré, comme vous le voyez. Je l'ai fait tard, les tutos, alors. Donc là, j'ouvre mon fameux dataset et puis là, je vais lui dire les fichiers. Ben, je vais rajouter un fichier où je souhaiterais compter les mots. Donc ça marche pour un word count, mais ça va marcher pour n'importe quel fichier où on souhaite faire un traitement dessus. Hein. Alors bien sûr, c'est du test unitaire. Attention, l'idée, comme c'est pas parce qu'on est sur du big data qu'il ne faut pas mettre un fichier d'un pétaoctet ici, là. Parce que là, ça ne va pas marcher. Hein. L'idée, c'est de faire du test unitaire, donc de prendre un volume très réduit de données. C'est juste pour valider le programme. Ce n'est pas pour faire un passage à l'échelle. Soyons bien d'accord. Donc là, maintenant que j'ai créé mes fichiers test, ben, je vais créer mon test. Donc toujours avec les fameux assistants. Donc un nom de package, le nom du test unitaire. Je ne sais pas si je peux pas accélérer un peu. Tu l'as vu? Hop. Donc on va essayer d'aller un peu plus vite. Hop. Donc là, gestion des dépendances automatiques. Vous avez besoin d'une dépendance. Donc là, pour faire du test unitaire, il y a une dépendance. Donc vous avez des éditeurs. Donc vous êtes des vrais développeurs, des hardcodeurs. Ça vous paraît peut-être inutile, mais quand vous en êtes un chercheur, eh ben, c'est quand même assez simple de dire moi je voudrais utiliser Spark. Je commence à taper Spark, puis là il y a un truc qui apparaît, je clique dessus et ça marche, quoi. Donc ça c'est plutôt sympa. Là j'ai écrit un test unitaire. Donc le test unitaire il va appeler ma fonction main et puis après il va aller lire le résultat dans la mémoire et puis il va regarder si quelques mots si je les ai bien comptés. Donc on voit des asserts, etc. Donc on voit des validations de tests. Ça va nous permettre de valider notre programme, mais on peut imaginer qu'il y ait une plateforme d'intégration continue demain, un Jenkins par exemple, ou enfin une plateforme d'intégration qui tous les soirs prend tous les programmes de tous les chercheurs, les exécute et fasse les tests unitaires pour voir si les gens n'ont pas cassé des choses
ou s'ils ont bien travaillé, etc. Donc dans un processus d'industrialisation, c'est assez important. Donc voilà, là les tests se sont bien passés, donc ils ont été validés. Donc ma deuxième phase de test, maintenant je vais essayer de tester, mais sur un vrai cluster, mais sur la machine. Donc pour ça, pareil, l'usine logicielle va m'automatiser pas mal de choses. Donc là, je clique sur un bouton et ça va me déployer ça. Ça va me démarrer un cluster sur ma machine, mais cette fois un vrai cluster, pas en mémoire, un vrai cluster. Ça va packager mon programme, l'envoyer sur le cluster en local, envoyer les fichiers et lancer le programme. Vous avez à partir de l'IDE des assistants pour voir si le job s'est bien passé. Donc là, par exemple, on voit que le job s'est bien passé. C'est ici aussi que vous avez accès au log, etc. pour voir s'il y a eu des erreurs, parce que là, il s'est bien passé, mais des fois, ça se passe mal. Vous avez un autre assistant pour aller voir les fichiers de résultats. Bon, on aimerait bien voir s'il a bien compté ou pas. Donc là, hop, on ouvre également un web UI. C'est celui d'Hadoop. Hein. Donc ça, c'est vraiment de l'aide en fait pour vous. Hein. C'est-à-dire qu'on a paramétré les URL, etc. On a démarré le cluster. Et là, on va aller voir le fichier s'il a été bien compté. Donc on va le chercher. Hop, là voilà. Et là, il y a le comptage de on a compté qu'un fichier dans mon test. Donc voilà une deuxième façon de tester. On n'a pas sorti de l'IDE. Vous n'avez pas vu Hadoop. Il n'y a pas eu une ligne de commande. Pourtant, on en a fait des choses. Hein. On a démarré des clusters, on a déployé des fichiers, etc. Donc dernier test qu'on peut faire, c'est d'aller tester sur une vraie plateforme. Donc là, toujours dans ce fichier, vous pouvez donner un serveur, une URL ici, qui va être un serveur, ou en fait c'est un edge node. Alors je vais expliquer rapidement. En fait, sur les clusters Hadoop, quand vous les déployez on va dire en production, il y a le cluster lui-même, donc les nœuds. Et en règle générale, il y a une petite machine qu'on appelle le edge node qui est juste avant. Et cette machine, en fait, c'est une sorte de passerelle vers le cluster. Ça veut dire que tout ce qu'on va vouloir faire avec le cluster, on va passer par cette machine-là. D'accord ? Donc vraiment, en règle générale, on ne va pas taper dans le data node ou dans les name nodes en ligne de commande. On a plutôt une passerelle au-dessus qui connaît tout le monde et on passe par cette passerelle. Alors déjà, ça permet à la fois de déployer des services nodes, donc tous les web UI, etc. On va les mettre sur ce nœud-là. Mais ça permet également de faire de la sécurité, de créer des canaux VPN ou comme ici, un tunnel SSH. C'est-à-dire que notre usine logicielle qui est sur votre poste va pouvoir communiquer avec un tunnel SSH, qui est un protocole particulier hein, pour lancer des commandes, va pouvoir communiquer avec ce edge node et pouvoir interagir avec le cluster. Et c'est cette fonctionnalité-là qu'on a utilisée au travers de l'usine logicielle. Donc nous, comme on veut déployer là sur un vrai cluster, on a juste une URL à mettre ici, donc un compte SSH valide. Donc là, il y a une clé qui permet de faire l'authentification. Et ça va déployer automatiquement sur le serveur que vous lui avez donné, lancer le traitement. Et là, vous pouvez par contre travailler avec des données massives. Vous pouvez travailler sur des fichiers de grosses valeurs, parce que là, ils sont sur le serveur, vous êtes sur un passage ASL, vous êtes sur un vrai cluster à ce moment-là. Mais encore une fois, on a vraiment voulu vulgariser au travers de l'usine logicielle ça. Donc du coup, ça va assez vite. Donc là, il me dit que ça s'est bien passé. On va aller voir. Donc là aussi, on a des assistants pour pouvoir ensuite aller sur la plateforme distante. Donc là, on est sur la plateforme distante. Hein, c'est une web UI, mais qui n'est pas sur ma machine. Et on voit que ça s'est bien passé. Donc là aussi, on a accès au log, etc. Et pareil que tout à l'heure, sur la plateforme distante, on va aller voir le fichier qui a été généré si le comptage a été bien fait. Donc là, pareil, job, là, vous avez dans l'assistant, vous pouvez aller voir. Et là, vous voyez, logiquement, le comptage a été bien fait. Donc voilà, là, je vous ai montré comment on fait un word count, comment on fait du traitement distribué. Et je vous ai également montré comment on le vulgarise avec l'usine logicielle. Moi, je ne veux pas vendre mon usine logicielle. Sachez que tout ce qui a été fait ici, vous pourriez le faire avec un éditeur VI sans problème et puis faire des lignes de commande et le faire également. L'usine logicielle, elle est juste là pour vous simplifier la vie, packager tout ça. C'est surtout parce que vous êtes des développeurs, mais dans un projet de type Big Data, comme l'a dit Philippe, il y a des développeurs, mais il y a aussi des chercheurs, il y a aussi des statisticiens, il y a des actuaires. Voilà, il y a des gens qui ne sont pas forcément très familiers avec la technique. Donc nous, on a voulu leur donner un outil pour qu'ils puissent quand même travailler rapidement. Voilà. Par contre, tu fais comment après? Affichage. Où? Ça? Ça? Ok. Ok, merci Philippe. Ça va jusque-là? Ok, donc je vous parle rapidement de quelques points que j'aimerais quand même évoquer là aujourd'hui, parce que c'est quand même un Tech Day et que vous parlez de Hadoop comme ça ne serait pas complet. Donc dans Hadoop, il y a un système qu'on appelle Yarn. Donc qu'est-ce que c'est que Yarn? C'est le MapReduce que je vous ai expliqué, mais la version actuelle. Parce que le MapReduce que je vous ai expliqué, c'est le MapReduce d'il y a longtemps. Aujourd'hui, il y a un nouveau système qui est sorti avec Hadoop 2 qui s'appelle Yarn. Donc c'est un nouveau MapReduce qui a été repensé. Je vais vous dire pourquoi il a été repensé. Aujourd'hui, personne ne dit Yarn. Tout le monde continue de dire MapReduce.
D'accord. Donc vous entendrez toujours parler de MapReduce, mais aujourd'hui le système il est basé sur cette architecture-là. Donc pourquoi ils ont revu MapReduce? Parce qu'il y avait plusieurs choses qui n'allaient pas dans le MapReduce initial. Par exemple, on s'est aperçu que les valeurs, ça veut dire qu'au départ d'un job, enfin même pas, au départ d'un cluster, les machines elles étaient dédiées. Ça veut dire qu'on disait je vais avoir 4000 machines qui vont faire que du map et il y a 4000 autres machines qui vont faire que du Redux. Mais ça c'était complètement, on va dire, pas idiot parce que quand même ils sont forts ceux qui ont fait Hadoop, mais c'était pas très bien pensé parce qu'au départ d'un programme, vous avez beaucoup de maps à faire parce que tout arrive dans les mappeurs et vous avez d'abord beaucoup de maps à faire. Et c'est après que les réducteurs commencent à travailler. Donc qu'est-ce qui se passait sur un système comme ça? Donc le système n'était pas si scalable que ça, parce qu'au départ du programme, tous les mappeurs étaient utilisés. Le système disait je suis full, je me mets en attente, il n'y a plus de mappeurs disponibles, sauf qu'on avait 4000 autres machines à côté qui ne faisaient rien. Parce qu'elle, on avait dit elle ferait du réducteur. Donc ça, il a fallu changer ça. Aujourd'hui, il n'y a plus d'allocation de ressources statiques, de valeurs codées en dur. Maintenant, aujourd'hui, les mappeurs, les réducteurs sont en fonction du besoin, sont alloués à une tâche ou à une autre. Ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre aussi? C'est que dans l'architecture telle qu'elle était faite, vous vous rappelez le job tracker, les task exécuteurs, pour tous les jobs, ça veut dire que si vous faites 2000 jobs sur votre machine, il y avait un seul job task exécuteur, un job tracker ici, qui gérait tous les 2000 jobs. Donc on peut dire que lui, à un moment donné, c'est ce qu'on appelle un point of failure, un single point of failure. C'est-à-dire qu'à un moment, il était surchargé aussi, il avait tellement de traitements en parallèle qu'il ne pouvait plus les gérer. Donc le penser comme ça, c'était pas très bien senti non plus. Donc ils ont changé ça. Ils ont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un job tracker par traitement qu'on a à faire. Donc vous voulez faire un traitement, il y a un job tracker qui est alloué à ce traitement-là et il s'occupe que de son traitement. Et s'il y en a 2000 à faire, on va en faire 2000. On va en faire plein. Tic, 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 tic. On va en faire plein d'autres. Donc meilleure allocation des ressources. Donc là aussi, on va dire que je crois qu'au départ, on pouvait monter jusqu'à 40 000 machines avec Hadoop. Et avec Yarn, on a réussi à monter jusqu'à 120 000. Donc c'est pas moi qui fais le test, c'est Yahoo qui a fait le test. Mais Yahoo a réussi à monter 120 000 machines en parallèle avec ce système-là. Avant, il était limité à 40 000 à cause de choses comme ça. Donc voilà, hop. Donc qu'est-ce qu'on a vu d'autre avec Yarn rapidement? C'est grâce à Yarn que l'écosystème Hadoop est aujourd'hui. Ça veut dire qu'on est autant de briques techniques autour de Hadoop aujourd'hui. Parce qu'avant Hadoop, le problème c'était que c'était une brique open source qui était codée un petit peu comme ils pouvaient, les gars. Ça veut dire il y avait des codeurs qui développaient dessus, mais il n'y avait aucune maintenance, aucune gestion du code source, aucune gestion du deprecated ou ce genre de choses. Donc du coup, avant, quand il y avait une modification dans le corps de Hadoop, tous les logiciels qui s'étaient un petit peu greffés dessus, ils tombaient tous. Donc du coup, qu'est-ce qui se passait? Personne ne voulait créer des logiciels pour Hadoop. L'idée, c'est pas d'investir 2 ans de travail et puis dès qu'il y a une nouvelle version, de mettre son projet à la poubelle. Donc ils ont revu ça, ils ont revu complètement leur copie et aujourd'hui, il y a des vrais développeurs avec des vrais processus de développement qui permettent de gérer un code source propre avec des systèmes de deprecated, des fonctions qui ne disparaissent pas, des versions définitives, maintenues, etc. Donc là, du coup, avec ça, tout le monde s'est mis à coder autour de Hadoop et on retrouve plein de nouvelles fonctions maintenant autour de Hadoop qui permettent de faire plein de choses. Donc Yarn, c'était assez important. Donc là, on en voit rapidement, mais par exemple, Hive, on va le voir. Donc Hive, j'en parle pas, mais Spark, on va le voir ici. HBase, par exemple, ça permet de faire une base NoSQL basée sur Hadoop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Thèse, par exemple, qui est un modeur de streaming. L'idée, ça va être de pouvoir faire du traitement temps réel sur les données. Donc voilà, on a plein de petits outils comme ça. Alors il y a du Flume pour pouvoir agréger des logs directement, on va trouver du Scoopé pour pouvoir passer une base de données directement dans le HDFS. Tous ces petits outils qui sont aujourd'hui sur open source ont été libérés, ils sont rendus possibles grâce à l'innovation qu'il y a eu avec Yarn. Je vous parle rapidement de Hive. Donc en fait, faire du traitement analytique sur les données de masse avec le MapReduce, etc., c'est bien. Mais à un moment donné, on veut pouvoir visualiser ces données, on veut pouvoir y accéder. Mais aujourd'hui, le système MapReduce n'est pas fait pour faire une requête SQL comme vous les connaissez. C'est pas fait pour faire, c'est ce qu'on appelle du full scan, c'est-à-dire qu'il va être très puissant s'il doit lire toutes les données, faire un gros traitement batch dessus. Mais si vous voulez sélectionner 3 colonnes dans un fichier du HDFS, il n'est pas du tout fait pour ça. Donc il y a Hive qui a été créé pour ça. Donc il introduit 2 choses. Hive, déjà, il permet de faire du SQL, tel que vous le connaissez, avec le cluster Hadoop. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc en plus, vous allez pouvoir connecter vos applications habituelles parce qu'il existe des pilotes ODBC, alors JDBC ou ODBC, peu importe. Donc vous allez pouvoir brancher, alors là j'ai dit tableau qui permet de faire la visualisation, mais vos fichiers Excel, etc., vous pouvez brancher vos pilotes ODBC dessus. C'est du SQL, donc ça a permis de faire ça également. Et en fait, comment ça fonctionne? C'est que vos requêtes SQL sont ensuite traduites en job et sont ensuite
devienne un job MapReduce. Mais ça, c'est complètement transparent pour vous. C'est comme ça qu'il a réussi à faire ce genre de mécanisme. Donc ça a permis également d'avoir une communauté assez rapide de développeurs qui sont venus sur le Hadoop. Parce que là, on revient sur des technologies qu'on connaît, du SQL. Et ça permet également de faire du requêtage temps réel, donc faire de la visualisation. Hive, il est bien, mais comme on l'a vu, il a des taux de latence assez importants parce que derrière, ça reste quand même du job MapReduce. Il existe des nouvelles technologies aujourd'hui. Alors, je vous dis les noms. Par exemple, Impala, Spark SQL, Drill et Elasticsearch for Hadoop. Ça, ce sont des briques techniques innovantes. Je vous dis les noms pour que ça s'imprègne un peu dans votre tête parce que vous allez l'entendre. C'est les briques techniques de demain. Donc ça, c'est vraiment du requêtage temps réel qui descend en dessous de la seconde. D'accord ? Donc là, on est aussi puissant que de requêter une base de données alors que là, on est sur des pétaoctets de données. Donc ça, c'est vraiment... Aujourd'hui, il y a une grosse part... Alors, il y a le système de transaction qui est à l'étude et il y a une grosse part du travail qui est fait de maintenant, on a fait du traitement analytique, mais on voudrait pouvoir visualiser les données, comment on peut requêter ces données le plus rapidement possible. C'est ces outils-là qui le permettent. Je vous parle de Spark rapidement. Donc Spark, c'est quoi? Spark, c'est un moteur MapReduce, mais plus évolué, plus rapide. On va dire que lui, c'est le gros concurrent de Hadoop, on va dire, même s'il fonctionne souvent à côté d'Hadoop. C'est le gros concurrent de Hadoop. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Lui, il s'est dit, moi, le traitement distribué, je ne vais pas le faire sur les disques. Je ne vais pas utiliser les disques durs, je vais utiliser de la mémoire distribuée. Donc, il utilise massivement de la mémoire distribuée. Ils ont créé des structures de données qu'on appelle des RDD. Ce sont des collections comme vous les connaissez, sauf que ces collections, elles savent communiquer à travers le réseau. Donc, on est capable de prendre la mémoire de plusieurs machines et d'être vu comme une seule mémoire distribuée. Donc, ça, c'est ce qu'ils ont fait. On trouve un langage de programmation orienté les ILS. Ça veut dire qu'en fait, on va trouver ce que je disais tout à l'heure, un vrai langage de programmation qui va être adapté au traitement MapReduce. Aujourd'hui, si vous faites du Hadoop classique en Java, quand vous faites 5 opérations, il va appliquer les 5 opérations au fur et à mesure que vous lui dites. Ça veut dire qu'il va lire les données, faire la première opération, écrire les données, relire les données, faire la deuxième opération, etc. C'est pas très pertinent ça. Si on devait le coder nous, on ferait une boucle for avec un grand bout de code et on ferait les 5 choses qu'on a à faire sur la collection. On va pas les lire, relire, etc. Mais avec Hadoop, lui, pourtant, il a cette tendance-là à aller lire les données à chaque fois qu'il veut faire un truc dessus. Et bien eux, ils ont dit non, on va pas faire comme ça. Il va y avoir des opérations qu'on appelle lazy. Ça veut dire que vous lui dites dans Spark, je veux faire ça, 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 mais lui, il fait rien pour l'instant. Vous lui dites tout ce que vous faites. Et il y a une opération dite terminale qui va déclencher le traitement. Donc lui, il lit toutes les données. En plus, il les met en mémoire. Il les met en mémoire et il applique les 5 traitements sur vos données. Autant dire que sur tous les benchmarks actuels, Spark détrône complètement Hadoop. Il y a même un projet, là ça vient juste de sortir il y a 2 jours, il y a un grand concours qui s'appelle TerraSort, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est un concours, l'idée c'est de trier 100 téraoctets de données le plus rapidement possible. C'est Hadoop qui détenait le record jusque-là et Spark vient de le détrôner. Et en plus, vient de le détrôner, il va 10 fois plus rapidement et il a fait avec 10 fois moins de machines que Hadoop. Je crois que la messe est dite, quoi. En plus, ils essaient d'aller vite. Donc, du coup, ce qui maintient un petit peu Hadoop, c'est l'écosystème qu'il y a autour, toutes les briques techniques qu'il y a autour. Aujourd'hui, avec Spark, on retrouve d'autres briques techniques qui sont en train de se développer. Donc, voilà, la concurrence est là et on arrive vraiment sur un projet innovant. Spark, dans le projet Square Predict, est massivement utilisé parce qu'en termes de performance, aujourd'hui, on peut définitivement faire mieux. J'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions ? C'est juste pour savoir en fait, réexpliquer en 2 mots en fait le système MapReduce. Il y a quelques systèmes que, ouais. Est-ce que tu arrives à savoir quoi? Oui, à peu près. C'est déjà. Tu parlais de data size, c'est-à-dire du coup toutes les données sont fragmentées. Par exemple, si on a un fichier d'1 Tera, on va le diviser par exemple en paquets de 100 mégas. Par exemple. Partitionnement, quoi. Comme on le connaît oui, voilà, sur le système actuel. Hein. Mais comment on va le dispatcher du coup entre les machines, et après pour le MapReduce, c'est comment il va savoir en fait où aller chercher. Voilà, et comment il va regrouper en fait les données pour pouvoir faire les calculs en fait. Aujourd'hui, alors dire que toutes les données sont sur la même machine physique, ça ne sera pas le cas. Aujourd'hui, le name node qu'il y avait dans mon architecture tout à l'heure, il faudrait le voir comme la table de partition quand vous faites le cours sur système d'exploitation. Cette espèce de table de partition où vous avez ma partition, elle est dans tel espace, du disque, etc. Mais ça, c'est le name node, il détient toutes ces informations-là. C'est pour ça que quand vous faites un traitement MapReduce, on demande au name node où sont les données. Lui, il sait où c'est chaque partition. Donc, il va optimiser le traitement. Alors, tu as tout à fait raison de dire que toutes les données vont être sur la même machine. Bien sûr, ce n'est pas possible parce qu'ils partitionnent. Mais en tout cas, il y a une optimisation qui est faite dans ce sens. Donc, il faut essayer de comprendre ça.
les mouvements, les données vont bouger. Hein. Et on le voit quand on utilise un cluster Hadoop, les données sont, s'il y a un traitement qui a besoin des données sont bougées en amont avant que le traitement arrive. Et ça fait partie des tâches du NameNode de faire ça. C'est pour ça que ce n'est pas un système si performant que ça et qu'on parle le taux de latence, parce que si tu enlèves toutes les étapes de lecture que j'ai dit des traitements tout à l'heure, plus tous ces mouvements de données qu'il faut avant de pouvoir faire le traitement, malgré que ça aille très très vite, eh ben, on ne dit pas qu'Hadoop est super performant. Il est performant parce qu'on peut distribuer, donc du coup on a une impression de puissance. Mais si on le prend unitairement à ce qu'il fait, en fait il est très mauvais. Et j'ai essayé de vous le montrer aujourd'hui. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va étendre le nombre de machines pour essayer de devenir plus performant. Du coup, tout à l'heure quand vous parliez au début de Hadoop, vous disiez que votre problème avec les chercheurs, c'est qu'ils n'étaient pas très techniques et du coup vous aviez abstractisé la chose. Mais qu'il fallait penser différemment pour ne plus faire du simple itératif. Et la question que je m'étais posée à ce moment-là, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de leur faire écrire du code itératif et de le transformer en un truc spécial Hadoop? Mais est-ce que c'est pas ce que fait Spark un peu finalement? Non. Parce que vous avez dit que vous écriviez du code et puis qu'il le réorganisait pour être... Non, en fait Spark lui c'est que les opérations que tu veux faire, donc l'étape de map par exemple, si tu veux, parce que dans un traitement Hadoop il y a rarement qu'un map et un réduceur, ça va être une succession de maps et de réduceurs, il y a plein de choses à faire, les trier, enlever les doublons, machin, il y a plein de choses à faire sur les données avant de vraiment faire de l'algorithmie, donc du coup ça c'est plusieurs étapes de map reduce. Si tu le fais avec un traitement Hadoop, chaque fois on va lire toutes les données, faire le map, écrire, faire le réduceur, écrire, refaire le map derrière, écrire, etc. Spark, lui, tout ce qu'il dit, c'est qu'il va tes différentes étapes, il va les regrouper en une seule. Donc, il va lire les données qu'une fois et il va faire tout ce que tu as à faire dessus. Mais les étapes de map, réduceur, partitionnement, traitement distribué, tu as les mêmes problématiques avec Spark. Spark, c'est du traitement distribué. Ça veut dire que tu vas travailler sur une toute petite partie des données et que ton traitement va travailler sur une partie minime de l'ensemble des données qui sont à traiter. Donc, ta façon de penser, elle est identique avec Spark. Par contre, ce qu'on a dans Spark et qu'on a moins dans Hadoop, c'est ce qu'on appelle la MLlib. C'est-à-dire que la MLlib, elle inclut des fonctions d'agrégation déjà précompilées à l'intérieur. Ça veut dire que tu vas avoir des counts, des AVG, des trucs comme ça. Si tu veux faire un AVG, un calcul de valeur moyenne avec Hadoop, il faut que tu la codes. Dans Spark, il y a quelques méthodes comme ça d'agrégation qui sont déjà faites. Mais derrière, ça revient au même. Hein. Et malheureusement, les problèmes dans les projets Big Data, c'est rarement simplement faire un count ou une valeur moyenne. C'est beaucoup plus compliqué. Nous, on essaie en tant que de technicien d'aider les chercheurs avec ce paradigme-là, mais c'est vraiment un travail mutuel où ils ont une vision algorithmique et nous on a une vision de comment ça doit se dispatcher, et c'est un travail commun et c'est comme ça qu'on arrive à couper les programmes. Mais c'est vraiment aujourd'hui, s'il y avait une problématique à lever de nos projets à nous, Square Predict, dans les projets Big Data, c'est celle-là. C'est-à-dire prendre tout ce qui existait en termes d'analyse de données et le passer dans le monde distribué, c'est très 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 compliqué. Parce que alors, ça doit être des outils mathématiques plus complexes que des moyennes, Ouais. Mais j'imagine qu'ils ne sont pas extrêmement nombreux quand même. Des traitements de data, honnêtement je connais rien, mais j'imagine qu'il y a une dizaine d'algos de référence. Tu as raison, et ils sont même déjà codés. Il y a du Camins, il y a des traitements analytiques qui sont déjà précodés en traitement distribué. Sauf que nous, dans notre expérience qu'on a vue, souvent les chercheurs remettent en cause ces programmes parce qu'ils ne dépendent pas du type de données qu'on veut traiter. Et nous, ce qu'on a pu voir, c'est que souvent, en fonction des données que tu as à traiter et du traitement que tu veux en faire, les algorithmes changent. Si ça serait aussi simple de passer tout le temps le même algorithme sur n'importe quelle donnée et d'avoir une prédiction nickel à la fin, ça serait simple. Et bien non, il faut qu'on regarde les sources de données, leur format, quel type de Philippe a parlé de plusieurs types de prédictions qu'on pouvait faire. C'est pas le même algorithme pour faire la recommandation ou pour faire de la détection de fraude ou ce genre de choses. Tout ça, c'est le truc, moi par exemple, que je ne maîtrise pas. Et il n'y a que des statisticiens ou des chercheurs qui peuvent le dire. Et aujourd'hui, sur notre plateforme, je crois, sans me tromper, qu'il n'y a pas un seul algorithme préfait qu'on a utilisé. Tous, on a été obligé de les revoir. Parce que du coup, il pourrait être intéressant de les préprogrammés pour qu'eux aient plus à réfléchir à la question de quel algorithme je vais choisir plutôt que de l'écrire d'une façon à laquelle ils sont habitués. Et c'est pour ça que c'est à vous de... Parce qu'un mec comme moi, par exemple, à l'école, il n'y avait pas cette notion-là. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les futurs développeurs, c'est ce qu'on met sous le terme de data scientist, on va vous demander d'être des très bons techniciens, mais aussi d'être un petit peu algorithmique, mathématique, comprendre des matrices, comprendre des pivots de Gauss, comprendre des choses un peu plus compliquées parce que vous devrez être capable de développer ce genre de choses. Mais aujourd'hui, c'est plus mutuel, on essaie de travailler ensemble parce qu'on a des très bons statisticiens, des très bons chercheurs qui ne sont pas techniques et des bons techniciens. Et aujourd'hui, on jongle un peu. Mais sûrement que le profil du développeur de demain va changer, oui. D'accord, merci.
Et c'était pour savoir, au final, vous bossez, vous êtes toujours sur Hadoop ou vous comptez passer sur Spark de plus en plus? Alors, nous, aujourd'hui, on travaille avec Spark, mais on travaille à Spark qui fonctionne dans Hadoop. Alors, je ne voudrais pas trop rentrer dans le détail technique, mais il y a plusieurs façons d'utiliser Spark. Et nous, on peut l'utiliser tout seul. Nous, on a décidé de l'utiliser au travers d'Hadoop. Pourquoi? Parce que, on va dire que l'écosystème de Spark n'est pas encore assez développé en termes d'outils d'administration, d'optimisation, etc. Donc, nous, on fait tourner Spark dans Hadoop et on profite du coup de l'écosystème Hadoop pour pouvoir manager Spark. Donc, c'est le choix qu'on a fait aujourd'hui. On a aussi des laboratoires qui ont des programmes qui sont écrits en MapReduce classique et qui ne veulent pas passer sur du Spark. Donc du coup, on est obligé d'avoir un petit peu les deux. Ouais. Non, mais Spark, à la base, il avait été conçu quand même pour tourner dans Hadoop. Là, on n'a pas inventé la roue. On en a profité. Des fois, on peut se reposer quand même. Mais travailler avec les chercheurs, c'est ça. Hein. Faut transformer le plomb en or. Hein. Moi j'ai une question juste au niveau des données qu'on récupère. Comment on justifie, du moins qu'elles sont valables aux clients? Alors, qu'elles sont valables aux clients? Oui, qu'en fait que... Je sais pas comment dire, mais... Ouais, qu'elles sont correctes, qu'on n'ait pas juste dit bah cette donnée c'est ça. Qu'on ait vraiment fait des calculs dessus du moins. Je sais pas... En fait, comme je l'ai dit, ensuite, dans le processus de gestion d'un projet, on évalue les résultats avant de les déployer. Donc c'est durant cette évaluation-là où on voit ce que les résultats ont fourni et on discute avec le client pour savoir si les résultats sont cohérents ou pas. Par exemple, on a trouvé concrètement que le type de chauffage a influé aussi bien sur le risque incendie que sur le risque dégâts des eaux. Et certains types de chauffage, notamment le chauffage au bois, influent sur le risque incendie. Ça, on a fait du big data pour trouver une conclusion qui est assez évidente, c'est-à-dire que les gens qui ont des cheminées, ben, ils ont plus de risques d'incendie que ceux qui utilisent le chauffage électrique. Bon, okay. C'est pas très pertinent pour l'assureur, mais on l'a détecté. On a détecté aussi que ceux qui avaient un chauffage au gaz avaient plus de risques dégâts des eaux. Et en fait, en discutant avec le client, ce qui peut paraître surprenant, c'est qu'en fait, ça correspond à des types de construction et des logements qui font que la population qui sont dans des logements avec du chauffage au gaz sont, dans certains cas, plus susceptibles d'avoir soit des familles ou donc il y aura peut-être des enfants. Enfin, c'est une causalité après qu'il faut chercher. Il n'empêche que ce type d'information, ça peut permettre aux clients de se dire bah, peut-être qu'il faudrait poser une question supplémentaire pour les prochains contrats d'assurance. Donc voilà, donc c'est vraiment un travail, lorsqu'on fait un projet Big Data, on analyse des données, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc c'est pour ça que en début de projet, il est important de définir des critères de succès de la résolution d'un cas d'usage. Et j'en ai pas trop parlé, mais c'est un projet itératif, c'est-à-dire que même ces critères-là, en cours de projet, ils peuvent évoluer. Voilà, donc c'est vrai que le terme Big Data peut laisser à penser qu'on est capable d'analyser toutes les données. C'est pas vrai, hein, il faut vraiment faire des sélections. Il y a des données qui sont parfois pertinentes et il y en a d'autres qui le sont moins. On peut trouver des corrélations qui n'ont pas de causalité. Je pourrais en évoquer certains. Je prendrai un exemple relativement simple. On s'est rendu compte qu'il y avait une corrélation entre le nombre de prix Nobel et la consommation de chocolat par pays. Donc on pourrait se dire, ben voilà, si la France veut plus de prix Nobel, il suffit juste de faire baisser le prix du chocolat. Mais non, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est plutôt qu'il se trouve que dans les pays où l'enseignement est de qualité, les gens consomment plus de chocolat. Donc vous voyez, donc on peut trouver avec des projets Big Data des corrélations, mais il y a quand même, l'informatique ne suffit pas. L'analyse humaine reste quand même assez essentielle.
Et voilà, donc la partie analyse de données, c'est vraiment un tout, c'est vraiment des experts métiers, des experts en statistiques et des experts IT. Et pour aller un petit peu répondre aux questions précédentes, sur la partie Big Data, notamment aujourd'hui, ce qui se développe, c'est tous les outils de base permettant de faire tourner des algorithmes statistiques, notamment le calcul de matrices. Aujourd'hui, il y a des algorithmes qui sont relativement simples, qui permettent de calculer, de faire des multiplications de matrices en MapReduce, qui permet de multiplier des gros volumes de matrices, alors qu'avant, il fallait des ordinateurs qui étaient extrêmement chers et que peu d'entreprises pouvaient se payer. Et là, après, ça permet aux chercheurs de pouvoir concevoir des algorithmes et ensuite de pouvoir les décomposer pour qu'ils puissent être programmés en MapReduce. Il nous reste encore une difficulté, c'est tous les algorithmes qui sont récursifs. Parce que le MapReduce n'est pas adapté pour les traitements récursifs. Et un des axes de recherche aussi, c'est vraiment de traiter, où on a assez peu parlé, c'est vraiment de traiter des algorithmes en streaming. C'est-à-dire que les données, elles sont mises à jour en continu, notamment lorsqu'on veut traiter le cas d'usage sur la sinistralité. Les informations issues des réseaux sociaux, elles arrivent en continu. Il n'est pas question dans ce cas-là de faire passer toutes les minutes le même algorithme, mais c'est vraiment de le faire passer une fois pour toutes et après de trouver l'algorithme qui va bien pour traiter les données, de traiter juste les nouvelles données et voir quel est l'impact sur le résultat final. Ça, c'est vraiment des travaux assez innovants sur la partie traitement en temps réel des gros volumes de données. C'était vraiment la partie vélocité où ça faisait un petit peu sourire les gens lorsqu'ils voyaient cette définition du Gartner qui date de presque 15 ans quand même, mais qui avait vraiment mis le point sur les 3 composantes les plus primordiales. Technique ou pas technique? Un peu des deux. C'était pour savoir, du coup, dans les notions de Big Data, vous n'avez aucune notion d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'IA pour faire de l'algo, et puis après, sachant que vous avez le résultat, votre algo se précise. Enfin, du coup, vous précisez l'algo à chaque sortie de résultat. C'est-à-dire si vous pouvez comparer avec un résultat, si c'est pour prévoir quelque chose, vous attendez que ce soit sorti, vous comparez et puis vous adaptez. Je vais y répondre à cela. C'est relativement simple. Si demain il y a une inondation, est-ce que vous savez comment vont réagir les gens sur Twitter? Ça va gueuler. La réponse, aujourd'hui, nous, on ne le sait pas. Donc si vous le savez, vous serez le bienvenu. Donc la manière de traiter cela, c'est vraiment de prendre des informations du passé, d'établir des modèles et de voir si le modèle se reproduit et de trouver des moyens pour adapter le modèle, alors soit manuellement, c'est la première chose que l'on fera, soit de manière automatique. Donc déjà, c'est de l'intelligence artificielle. Donc ce sont des algorithmes qui sont basés sur l'intelligence artificielle. En plus, il y a une méthode de validation. Aujourd'hui, il dit Philippe, c'est normal, hein, on ne peut pas tout faire techniquement, mais pourtant on essaie de faire des choses. Il y a des méthodes aujourd'hui qui permettent de faire des systèmes récursifs avec cette méthode qui s'appelle la méthode MAE, où on va passer l'analyse, regarder le résultat, le comparer, refaire l'analyse différemment, etc. Et on peut adapter l'algorithme au fur et à mesure. Ça aussi, c'est un système d'intelligence artificielle. En plus, même en amont, et on est en train de travailler dessus aujourd'hui, c'est un terme que vous entendrez si vous entendez parler de Big Data, il y a le Data Discovery. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur les volumes de données, on est capable d'appliquer des algorithmes de statistiques assez pointus qui nous permettent de déterminer la signifiance d'une donnée, en tout cas sa pertinence d'une donnée pour le clustering qu'on a à faire juste avec la donnée qui est en entrée. Ça aussi, c'est des systèmes d'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle sur un projet de data mining, elle est partout, tout simplement. Oui, mais en fait, vous avez raison. C'est vraiment l'étape suivante où on mettra des algorithmes de machine learning. Et là, les laboratoires de recherche travaillent déjà là-dessus. Nous, ça sera l'étape suivante sur notre projet, certainement.
Il y a d'autres questions? Moi, ce serait plutôt une question au niveau de la collecte des données. Si moi, particulier, je me décide de me dire, allez, je vais collecter toutes les données qui passent sur Twitter. Est-ce que j'aurai un poids par rapport à une grosse boîte qui va pouvoir... Enfin, je veux dire, est-ce que c'est possible de faire du big data chez soi et de revendre après ces données à quelqu'un, ou faut avoir une boîte qui a des millions de clients Si tu fais que de collecter les données publiques, du coup, sur Twitter, quand on soit d'accord, que tu les stockes chez toi et que tu les rediffuses, il n'y a pas de valeur ajoutée. Alors je veux pas déjà enterrer ta start-up, hein, mais il faudrait que tu puisses en tirer quelque chose de ces données Twitter. Donc ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être de collecter les données Twitter, de les croiser avec une autre donnée, et puis d'en tirer une énième donnée avec une signification supplémentaire. Ça serait assez intéressant. Mais en tout cas, techniquement, aujourd'hui, rien ne t'empêche de collecter toutes les données publiques de Twitter. D'accord, mais donc du coup c'est quand même plutôt un secteur qui est plus visé vers des grosses boîtes qui ont déjà des tonnes de données à analyser. C'est ça, de toute façon les projets Big Data, pour l'instant on va pas se mentir, ça touche les grands comptes qui ont déjà en interne des données importantes à traiter et qui voudraient les croiser avec d'autres données importantes qui arrivent de grands acteurs de la donnée qui ne sont pas forcément accessibles par n'importe qui non plus, et ils vous souhaitent croiser et avoir de l'analytique là-dessus. Donc pour l'instant on n'est pas sur de la PME, ça c'est sûr, on est sur des grands comptes avec des données de données importantes à traiter. Et encore deux questions. La première, c'est vous travaillez actuellement avec quelle quantité de données actuellement, enfin par heure, enfin en collecte? Aujourd'hui, on n'est pas sur vraiment des gros volumes. On estime qu'on sera, à ce collecte de Twitter, on sera autour de 12 Tera en fin d'année, là, à peu près. D'accord, mais... C'est pas des données très volumineuses, mais nous, on collecte pas tout Twitter. On collecte sur certains hashtags qui sont en lien avec le use case qu'on veut faire. Et aujourd'hui, ce sont les données Twitter qui représentent le plus de volume, parce que le partenaire qu'on a aujourd'hui distille ces données, mais de façon, on va dire, sporadique. Il attend de voir qu'on ait des résultats assez significatifs pour nous donner encore plus de données. Donc en gros, on est sur un POC aujourd'hui, donc on travaille sur des données assez minimes, donc on n'a pas un gros volume aujourd'hui. Mais on a un partenaire en tout cas qui est capable d'y attendre notre appel pour pouvoir étendre le cluster autant qu'on en aura besoin. Donc on sera autour de 15 Tera, je pense, en fin d'année là aujourd'hui. Et la deuxième question, c'était, vous avez, je crois que vous travaillez avec une assurance, et c'est une grosse boîte d'assurance ou un groupe, du coup, qui a ces données personnelles, qui vous les confie, vous les traitez, vous les retournez, j'imagine, c'est à peu près ça. Mais il n'y a pas des problèmes de confidentialité ou autre, parce que du coup, c'est quand même de la donnée client pour vendre aux clients. Enfin, légalement, il n'y a aucun souci ou... tout anonymisé ou comment ça se passe? Voilà, effectivement, dans le cadre de notre projet, et Philippe en a parlé en introduction, il y a ce qu'on appelle nous la privacy by design, c'est-à-dire qu'on est accompagné d'une entreprise qui est spécialisée dans ces règles-là, dans tout ce qui va être traitement de la donnée et du domaine de la privacy. Elle est là à toutes les réunions et je peux te dire qu'elle est assez embêtante. Elle nous met des contraintes souvent, mais on essaie d'introduire ces contraintes, et c'est des systèmes d'anonymisation aujourd'hui, mais on va beaucoup plus loin que ça. Il y a des systèmes de bruitage, etc. dans les algorithmes eux-mêmes, parce que le problème alors je vais essayer de faire court, mais le problème des algorithmes qu'on a nous aujourd'hui, c'est qu'elles infèrent de la donnée. Ça veut dire qu'initialement, il n'y a rien du domaine de la privacy, mais comme c'est des systèmes intelligents qui vont générer des inférences, ça veut dire des données, ils vont croiser des données qui vont donner une nouvelle donnée. Et bien celle-là peut rentrer dans le cadre de la privacy. Donc tu vois qu'on a des contraintes assez importantes à gérer à ce niveau-là aussi. Mais il existe des solutions mathématiques pour pouvoir gérer ce genre de choses. Eh ben merci. J'ai juste une dernière indication à vous donner. Donc, Square Predict, c'est un projet qui est financé par l'État dans le cadre du programme d'investissement d'avenir. Donc, c'est un programme qui va durer jusqu'en 2016. Et donc, chaque année, nous proposons des stages pour travailler sur ce projet-là. Donc, pour tous ceux qui souhaitent travailler dans le Big Data, si jamais vous êtes intéressés, vous pouvez nous faire parvenir vos candidatures. Voilà.